Les trésors du Moyen-Âge, mais les trésors contemporains, ça existe aussi. Alors, pour la période contemporaine, au sens large, si oui, je veux dire, rappelez-nous un peu la fourchette. C'est après la Révolution. Voilà. Et moi, je voulais justement vous parler de la Révolution, période troublée en Vendée, s'il en est, et je voulais vous parler de le trésor qui est resté fameux parmi les numismates, parmi les collectionneurs de monnaie, sous le nom de le trésor de Vendée. Comme s'il n'y en avait pas eu d'autre, mais le trésor de Vendée. En effet. Alors, nous sommes en février 1993. C'est tout près de nous. C'est tout près de nous. Et un jeune garçon, un adolescent, utilise un détecteur de métaux. Bon, alors, je vous ai dit tout à l'heure dans la législation... Il n'y a pas le droit de chercher les trésors. Vous avez le droit de trouver, mais pas de chercher. Donc, il se promenait par hasard avec son détecteur allumé. Alors, c'était pas vraiment par hasard, mais il avait demandé la permission quand même au propriétaire du terrain. Et il avait demandé la permission donc d'utiliser son détecteur dans les allées d'un vieux château de la région de Montaigu. Château qui avait été habité par l'amiral du Chaffaut, je vais y revenir. Et il y avait une légende locale, il paraît que les anciens disaient « l'amiral a caché son trésor dans son jardin » avant d'être capturé par les révolutionnaires. Rappelez-nous qui était l'amiral du Chaffaut. Alors l'amiral du Chaffaut de Bénet, qui avait été notamment le vainqueur des Anglais à Ouessant. Voilà. Donc, grand croix de l'ordre de Saint-Louis, etc. Vraiment un personnage très très important de la marine française, en effet. C'était l'ancien propriétaire des lieux. On savait qu'il avait caché ses pièces, mais on ne savait pas où. Juste avant d'être capturé, d'ailleurs, il mourra en prison en 1794. Sans dire où était le trésor. Sans dire où était le trésor, bien entendu. Notre jeune homme fait donc usage de son détecteur de métaux, contre toute législation donc, et son détecteur se met à sonner. Il découvre tout d'abord une pièce d'or. C'est déjà plutôt pas mal. Oui. Puis une deuxième. Et finalement, la famille qui était avec lui pour le pique-nique commence à s'intéresser à ce que le jeune garçon trouve, et on ramène le panier qui devait servir au pique-nique pour mettre les pièces, parce qu'il y avait tant et tant de pièces qu'on a rempli plus d'un panier à provisions. En effet. Il a trouvé ça dans un mur, dans un trou? Alors, dans les allées de l'ancien château. Sous la terre, tout simplement. Sous la terre, tout simplement. Et en fait, il y avait au total 1700 louis d'or et double louis d'or, frappés entre 1728 et 1789, la date de l'enfouissement, 1789-90, juste avant qu'il ne soit capturé, donc notre amiral. Et au total, ça représentait environ 50 000 livres tournois, ce qui faisait 6 ans de pension de l'amiral. En effet. On suppose en effet que cet amiral était donc le propriétaire de ce trésor, si l'on en croit la légende. Oui, voilà, la légende disait qu'il avait caché quelque chose. C'est cela. Alors, notre jeune homme, même s'il avait fait usage de détecteur de métaux, il était quand même pas complètement de mauvaise foi. Il a fait la déclaration auprès du service régional de l'archéologie, et ça a permis d'en faire l'étude complète. Et de cette étude complète, photographie à l'appui, il y a eu un catalogue de vente aux enchères qui a été réalisé. Tout lui est revenu. Tout a été réparti entre celui qui a découvert, l'inventeur, et le propriétaire du terrain, moitié-moitié. Ça a donné lieu à une vente aux enchères qui est restée fameuse parmi les collectionneurs de pièces. Moi-même, à l'époque, j'étais tout jeune, mais je m'en souviens de ce travail. Et la vente a réalisé un produit de 750 000 €. Quand on disait tout à l'heure que ça pouvait changer la vie, c'est vrai. Ah c'est sûr. Hein. Voilà, même divisé par deux, il faut vraiment se conformer à la loi, parce que ça vous couvre de tout problème. Et c'est vrai qu'il vaut mieux faire la déclaration, quitte à en laisser un peu, il en restera quand même toujours beaucoup. Quand même. Voilà. Il faut suivre cette législation. Et vous disiez que la famille n'a pas apprécié du tout les événements. C'est pas qu'elle n'a pas apprécié, c'est la loi aussi est assez précise. C'est 50-50 à condition que vous ne puissiez dire à qui appartenait le trésor. Car si l'on sait à qui appartenait le trésor, ça reste aux descendants du propriétaire d'origine. Okay. Or là, on était convaincus que c'était les économies de l'amiral du Chaffaut. Tout le monde pensait ça. Tout le monde pensait cela. Du coup, les descendants de l'amiral, 77 personnes au total, ont réclamé leur part, la part de leur ancêtre. Et il y a eu un procès en 1998, ou en tout cas une procédure judiciaire qui a été entamée en 1998. Et le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon
dans un premier temps, leur a donné raison en septembre 2000. Finalement, il y a eu un appel et la cour d'appel de Poitiers a décidé de les débouter 4 ans plus tard, donc en 2004. Tout simplement parce qu'il y a une jurisprudence, c'est le Trésor de la rue Mouffetard à Paris, dans le 5e. Et en fait, il faut avoir une preuve certaine, claire, nette, définitive, irréfutable de la propriété du trésor. D'accord. Et en effet, le trésor de la rue Mouffetard avait été dissimulé avec une quittance. Je sous-signais monsieur, je ne sais plus son nom. Déclare cacher ce trésor ce jour. Avoir caché telle pièce, telle pièce, telle pièce pour une valeur de temps, tel jour, telle heure, tel endroit. Ça, c'est une preuve. Et là, du coup, on ne peut pas, c'était une preuve irréfutable, donc ce sont les descendants qui ont récupéré. Mais là, pour le trésor de Montaigu, le trésor donc de Vendée, il y avait une supposition, une forte présomption, mais pas de preuve irréfutable. Donc voilà, c'est resté comme ça en fait. C'est resté comme cela. Voilà, les 77 descendants n'ont pas pu obtenir même ne serait-ce qu'une seule pièce. Voilà. Alors cela dit, les pièces avaient été dispersées. Ce qu'ils voulaient, c'était plutôt récupérer une partie du produit de la vente. Et il ne subsiste aujourd'hui pratiquement plus de ces pièces. Elles ont été donc vendues, dispersées. Vous pouvez en voir quand même 4 exemplaires, là aussi exposés au musée départemental de Brest. Récit.